Ouais. Évidemment, ça n'a jamais été ouvert. C'est là pour faire joli, quoi. N'importe quoi. Tiens, Philippe, rappelle-moi, quel âge t'as commencé ta carrière déjà? Attends, juste avant, tu peux m'expliquer là pourquoi t'as un os de sèche dans ta bibliothèque? Je trouve ça joli. C'est pour les bonnes énergies, Philippe. Ça? Oui. Ah, de la merde, ça. 8 ans, j'ai commencé à 8 ans. Voilà. Mais cherche pas dans tes fiches, tu le trouveras pas. Dis donc, chez toi, c'est une habitude d'avoir que des objets de merde? C'est quoi ça? Un mini fouet pour un café? Il y a que moi qui le savais, mais j'étais star. Donc t'avais la notoriété précoce, quoi. Ouais, on peut dire ça, la star attitude précoce, ouais, je savais. Ouais. Et ça se passait comment avec les autres gosses, du coup? Tu leur disais quoi? Reculer, j'ai une aura? C'est pas nécessaire, Justine. Quand t'es dans cet état-là, tout le monde le sent. Tu vois, il y a une espèce de truc, quand t'arrives, le silence se fait, les mômes se poussaient. Non, il y avait un truc de... C'était fou. Ouais, mais je le sens, hein, d'ailleurs. Ouais, il y a un espèce de... Ouais, je sais. On me dit ça depuis 50 ans, c'est dingue. Je savais que ça allait arriver, tu vois, la preuve. Finalement, t'avais le melon avant d'avoir des raisons de l'avoir. Pourquoi le melon? Quand t'es conscient de ce que t'as le melon? Non. Je suis star, je suis bon, je suis beau. Ouais, c'est juste de l'hyper-conscientisation, quoi, tu vois. C'est de l'hyper-conscience. Ouais, c'est de l'hyper-conscience. Donc star et prophète, finalement. Oui, t'as raison. Tiens, ça m'avait un peu échappé, mais c'est vrai que j'ai en plus cette capacité-là. Par exemple, tiens, regarde-toi. Ouais. Ben, ça m'étonnerait pas qu'un jour, Ouais. peut-être, hein, tu deviennes comédienne. Mais Philippe, je suis comédienne. Ça fait 5 ans que je suis comédienne? Bah non, ça se saurait. Donc t'es aussi un énorme connard. Ok tout le monde, on se met en place pour l'interview? Ouais, ouais, un bon connard, ouais. On est sur Parisis ou Parisis? C'est Parisis. Ah, vive Parisis. Merci beaucoup. Parisis, l'interview décalée. Un guest, un conseil sur ta carrière. Tu dis que depuis tout petit, tu savais déjà que tu allais être célèbre. Oui, il y a quelque chose qui ressemble à ça. En tout cas, il y avait eu une envie depuis tout petit de se dire, avec absolument aucune certitude de comment, pourquoi, par quels moyens, mais il y avait ce truc-là de vouloir être ça, en tout cas. Et tu te souviens du moment où tu as eu ce déclic? C'est même pas un déclic, il y a eu, quand j'étais môme, jouais dans la cour, je me disais, ouais, lui, un jour, quand il me verra à la télé, il dira, tiens, ouais. Il y avait cette espèce de volonté absolue d'être ça, Ouais. probablement parce que comme tous les gosses de ma génération, mais de celle d'après d'ailleurs, j'étais souvent vissé devant la télé et que c'est là que j'avais envie d'être. Mais c'était même pas conscient, c'était une espèce d'inconscience comme ça. Voilà, de se dire un jour il faut que je fasse ça. Maintenant que tu es adulte, tu as conscientisé peut-être que tu avais un besoin de t'exprimer ou un besoin de reconnaissance à ce moment-là? Oui, bah, peut-être que ça part de là. Oui. Il y a peut-être un trauma que j'ai pas réussi à déterminer, mais il y a peut-être une... Oui, probablement, il y a une petite part de folie là-dedans. De toute façon, je pense que pour faire nos métiers, il faut être dingue. Oui. Hein, c'est-à-dire qu'il faut avoir une espèce de confiance en l'avenir qui est folle, parce que les chances de réussite sont quand même très minces et ténues. Donc voilà, mais mais j'ai l'impression que quand on n'a pas de plan B dans la vie, ça finit par fonctionner. Voilà. Moi, tous ceux avec qui j'ai démarré, qui disaient si ça marche pas, je ferai ça, ils ont fini par faire ça. Oui, c'est ça. Voilà, donc il y a cette espèce de volonté de se dire... C'est une conviction profonde de j'ai pas le choix, je dois faire ça. Oui, c'est ce que je crois. Si je fais pas ça, j'en crève. Ouais, c'est ce que je crois, vraiment. Ouais. Et autour de toi, on te prenait au sérieux ou on pensait que c'était un rêve de gosse à ce moment-là? Non, mais je l'exprimais pas vraiment clairement, parce que à un moment, je voulais faire du droit pour devenir probablement avocat. J'ai été journaliste avant, grand reporter, donc c'était pas si... Il y a une partie de moi qui savait que ça allait me mener là, mais c'était pas... je l'exprimais pas clairement en disant depuis tout petit, je serais comédien, etc. C'était pas aussi clair que ça. Mais il y avait ce désir-là. Après, plus tard, quand on commence, et évidemment que ça ne marche pas, parce que comme disait l'autre, il faut 10 ans pour être connu du jour au lendemain. Le temps de ces 10 ans-là, où ça marche pas, on sent bien que les regards inquiets de son entourage, proche et moins proche, en disant le pauvre, il rêve. Et voilà. Mais ce qui est marrant, c'est que je dis ça pour s'il y a des mômes qui nous regardent et qui sont habités par ce désir-là, c'est que quand ça marche, ces mêmes gens-là vous diront on l'a toujours su. Exactement. Voilà, donc de toute façon, c'est quelque chose qui vous appartient. Oui. Je ne sais pas si ça se partage, ce genre d'ambition. Voilà, il faut aller le vivre, il n'y a que ça à faire.
Et ce qui est marrant, c'est que ton frère, Gilles Lelouch, a suivi la même voie que toi. Ou moi que lui, parce qu'on a fait à peu près en même temps. Ouais. Donc vous aviez cette même envie, jeunes adultes finalement. Ouais, parce ouais. que toi, tu as été journaliste d'investigation, comme tu l'as dit. Comment t'es passé de journaliste d'investigation aussi à ce... C'est un peu le hasard qui a du bol. Je tournais un documentaire pour Envoyé spécial sur les gens qui chantent dans les karaokés. Et j'ai chanté, une fois que j'ai fini les caméras, parce que j'adore chanter. Et il y avait un agent de cinéma qui était ce soir-là, qui s'appelle Daniel Guin, et voilà, qui exerce toujours, et qui m'a chopé ce soir-là en me disant « Je sais pas si tu seras star un jour, mais ce dont je suis sûr, c'est que tu es un acteur. » Et ça a démarré vraiment là. Donc c'est finalement la rencontre avec ce qu'on a toujours envie de faire à un moment précis qui a fait ça. Mon frère, c'était beaucoup plus ordonné. C'est-à-dire qu'il a fait, il a toujours voulu faire ça, il a fait les cours Florent, et puis il n'a pas fait autre chose que ce métier-là. D'accord. Oui, donc au moment où il a fait les cours Florent, toi tu étais journaliste. Oui, exactement. Et puis à un moment, il y a eu une convergence. Mais on ne peut pas dire que... ou alors il y avait un entraînement mutuel inconscient déjà tout petit, mais on ne peut pas dire que... Voilà, ça s'est fait quasiment en même temps. Et donc oui, tu parlais de conseils pour les plus jeunes qui nous regardent. Entre l'enfant qui rêvait au fond de lui, qui avait déjà cette conscience-là, et l'homme que tu es aujourd'hui, c'est quoi les conseils? C'est d'avoir la foi, l'espoir? Bien sûr, mais c'est le travail. En fait, je pense qu'il n'y a pas de tour imprenable, et que quand on veut vraiment quelque chose, on l'a. Donc il y a cette envie permanente de faire. Et Brel, qui croyait pas beaucoup au talent, j'aime beaucoup ce qu'il dit le talent c'est l'envie, et je crois qu'il a raison. C'est-à-dire que quand on a vraiment envie de faire quelque chose, on le fait forcément bien. Ouais, c'est pas les gens, je suppose, j'en connais quelques-uns, les hommes d'affaires qui voulaient faire de l'argent, ont fini par faire de l'argent. Moi, c'était pas ma préoccupation première, moi je voulais faire ça. Je voulais jouer la comédie, je l'ai fait, mais je pense que c'est, voilà, faut absolument croire en ses rêves, voilà, pas bêtement, pas naïvement, faut pas attendre derrière son téléphone qu'un hypothétique coup de fil hasardeux qui va faire de vous une vedette, ça n'existe pas, mais ça veut dire qu'on a décidé de faire ça, alors faut tout faire pour le faire. Et j'ose espérer, et je pense que ça finit par marcher. Et toi, tu dis cette rencontre que tu as eue, où on t'a dit t'es fait pour être acteur. C'est marrant parce que j'ai eu la même avec Robert Hossein, qui m'avait dit la même chose quand j'ai commencé à prendre des cours de théâtre. Et donc c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour toi. Mais comment, entre le moment où tu étais journaliste d'investigation et le moment où tu commences à jouer la comédie, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il y a un accélérateur du temps. Il s'est passé exactement. Il s'est passé 3 semaines. 3 semaines. Ouais, c'est rien. C'est-à-dire que ce jour-là, j'ai dit j'arrête. Ouais. C'est-à-dire que c'était une décision, mais d'ailleurs totalement irréfléchie. Mais je crois que tout ce qu'on fait d'important dans la vie, on le fait sans réfléchir. Oui. Quand on fait des choses vraiment importantes, tu te jettes dans le vide. On se jette dans le vide. Ouais. En revanche, si on décide d'aller dîner, on va réfléchir au restaurant. Voilà. On réfléchit toujours sur les choses pas importantes. Ouais. Sur les choses importantes, il y a une espèce d'appel comme ça spontané sur lesquels on va. Et moi, ce jour-là, j'ai arrêté. Et le hasard des circonstances a fait que j'ai rencontré Marion Sarraud, qui a été ma grande amie de ce métier, ma grande sœur, tout ce qu'on veut, paix à son âme, avec qui j'ai fait 7 téléfilms. Et le premier s'est fait 3 semaines après que j'ai rencontré mon premier agent. C'est-à-dire rien en temps. C'est-à-dire que tout d'un coup, comme si ce temps de latence où j'attendais, tout d'un coup, il arrivait et tout se précipitait. Donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire l'acteur. Et puis après, il y a d'autres choses. C'est-à-dire que moi, je ne supporte pas l'idée d'être dépendant uniquement du désir de l'autre. Donc très vite, je me suis mis à être le propre créateur de mon travail, c'est-à-dire de me dire, je vais écrire, comme ça je suis sûr de jouer, parce que c'est moi qui écris, donc je vais choisir mes copains avec qui j'ai envie de travailler, parce qu'en plus j'avais cette espèce de folie-là de absolument pas vouloir travailler avec des gens que j'aime pas. Voilà, c'est une mission impossible pour moi, c'est trop compliqué. Donc très vite, je me suis mis à être mon propre fournisseur de boulot, et de celui de mes copains, parce que j'ai tendance à penser que je travaille pas beaucoup, je joue. Voilà, nous on dit pas Et tu as envie de jouer avec tes potes, ouais, tu as envie de jouer avec des gens qui sont sympas. Ouais. Mais avec d'autres aussi que je connais pas, mais c'est toujours plus douloureux de jouer la comédie avec ça m'est arrivé évidemment avec des gens avec lesquels on n'a pas forcément d'affinité, quoi. Ouais, c'est ça.
Puis c'est comme la cour de récréation, finalement, tu as envie de jouer avec les ça. gens avec qui tu as des atomes crochus. Oui, et puis il y a dans le jeu quelque chose d'impudique et donc d'intime, et l'intimité fait que c'est plus agréable de jouer la comédie avec quelqu'un avec qui on s'entend bien, avec qui voilà, il n'y a pas de jugement, etc. Puis avec qui on peut être vrai. D'ailleurs, je ne sais pas bien la différence moi, entre le moment où on joue et le moment où on ne joue pas. Il n'y a pas tout d'un coup, il faut sortir un truc de soi qui est en rapport avec ce qu'on vous demande, mais c'est pas jouer, dire tiens, tout d'un coup, là, maintenant je joue, je sais pas bien le faire, ça. Donc, attends, je pense que c'est plutôt bien. Oui, je sais pas. Non, mais je sais pas parce que. Mais en tout cas, moi, c'est ma façon de faire, et donc vaut mieux le partager avec des gens qu'on aime, quoi. Bien sûr. Tu as commencé à jouer dans des téléfilms. Il y a eu un moment où tu t'es dit, ça y est, je suis en train de réussir ce que je veux, ou ça s'est fait. Non, je crois que tout ça. T'as vu le moment ou pas? Le moment non. où ça y est. Mais je crois qu'on le voit jamais. En fait, il y a des moments clés. Il y a des moments clés. Il y a un moment où tu dis tiens, je suis payé pour avoir fait ça. Waouh, j'y aurais été gratuitement. Il y a des moments où j'ai enfin le coup de téléphone parce que par homonymie, mon père s'appelait Claude Lelouch. Évidemment, c'est pas celui qu'on connaît. Je rêvais donc peut-être par ce nom commun, j'ai très vite été attiré par le cinéma depuis tout petit de Claude Lelouch, donc j'avais un rêve qui était de tourner avec lui, j'ai fait 3 films avec lui. Ah, 3 Ouais. Ok, je pensais que c'était 2. Non, 3, et puis il y a Téchiné, il y a tout d'un coup des grands réalisateurs qui vous appellent, donc ça c'est génial, mais il y a immédiatement quand ça commence à fonctionner, c'est un métier où on se repose jamais, parce que quand ça commence à fonctionner, on se dit pourvu que ça dure. Donc on n'apprécie même pas le moment où ça arrive. C'est comme son premier succès. Moi, mon premier vrai succès, c'était Le Jeu de la vérité, la première pièce que j'ai écrite. Et tout d'un coup, ça y est, on joue à guichet fermé, la pièce se vend un peu partout dans le monde. Et le moment de joie est assez éphémère, assez court, parce qu'on se dit, il ne faut plus que ça retombe. Donc finalement, il y a une espèce de course permanente qui se calme, j'imagine à peu près à mon âge, où on a une espèce de conscience de se dire, bon, il y a plus haut, il y a plus riche, il y a beaucoup plus fort, plus beau, plus tout ce qu'on veut. Mais ce que j'ai, ça me va bien. Voilà. Et au moins, je mène la vie que j'avais envie de mener. Après, où l'ambition s'arrête, où elle commence, tout ça est très ténu. Mais le moment où on se repose dans ce métier, je crois qu'il n'existe pas. Parce que moi, à chaque fois que je vais tourner, encore maintenant, je me dis, c'est peut-être qu'après, je ferai plus de cinéma, peut-être qu'après, tiens, c'est mon dernier plateau, peut-être qu'après, les gens me voudront plus. Il y a quand même ce truc-là. Alors, moi, il y a toujours une arrière-pensée de dire, bon, si je suis plus désiré par les autres, je ferai mes propres trucs. Ouais. Mais c'est quand même agréable, on n'a rien contre une caresse du métier. C'est toujours agréable quand un réalisateur vous dit, j'ai envie de travailler avec vous. Ouais, bon, ça, il y a quand même ce côté-là. C'est d'ailleurs ce qui fait le succès des Césars ou des Molières, dont finalement tout le monde se fout. Mais parce que c'est une caresse du métier, à ce moment-là, la reconnaissance de ses pairs. Besoin d'un peu de reconnaissance, malgré tout. Ouais, malgré tout ce qu'on peut dire. Malgré tout ce qu'on peut dire, ouais. Écoute, la chanson d'Aznavour, je me voyais déjà. Elle nous a fait penser à toi, puisque ce côté, je m'impose. De toute façon, je vais créer mes projets, qu'on veuille de moi ou pas, je vais les créer, on va voir ma tronche partout. De toute façon, c'est comme ça. Il y a ce one-man show que tu fais en ce moment. Ouais. Tu peux nous en parler un peu? C'est le one-man show d'un mec qui a grandi à la fin des années 70 et dans les années 80, puisque j'étais adolescent dans les années 80. Et quand on compare avec le monde d'aujourd'hui, c'est le multiverse. C'est-à-dire que le monde a tellement changé, donc plutôt que d'essayer d'être le mec qui reste dans le coup, je m'amuse à comparer les deux époques en disant assez... clairement que c'était mieux avant. Voilà, que quand on a connu les années 80, on ne peut pas se réjouir du monde d'aujourd'hui. Donc c'est de rire avec ça, parce que une fois qu'on a fait ce constat-là, qu'on dit réac, moi ça me fait rire, parce que quand on était môme, les réacs, c'était les mecs qui voulaient plus d'ordre et de sécurité. Aujourd'hui, les réactionnaires, c'est les mecs qui veulent plus de liberté. C'est-à-dire que les gens qui ont grandi dans les mêmes années que moi, et qui étaient totalement libres, on roulait sans casque, on fumait partout, il n'y avait pas d'alcotest, on ne mettait pas sa ceinture, il y avait une espèce de vent de liberté générale. Alors, genre, les interdits sont venus les uns après les autres, avec d'ailleurs à chaque fois une très bonne justification. Évidemment que de rouler avec un casque c'est plus prudent, de mettre une ceinture, de ne pas fumer c'est meilleur pour la santé. Oui, tout ça est vrai, mais petit à petit, toutes ces petites libertés dont on a été privé donnent le sentiment qu'on a rogné sur la grande. Et donc, les mecs qui ont connu mes époques ont l'impression qu'aujourd'hui tout est interdit, ce qui est évidemment pas vrai.
parce qu'on est encore, Dieu merci, dans un pays de liberté, mais il y a ce petit sentiment-là. Donc plutôt que de pleurer ou de râler, moi j'ai pris le parti d'en rire. De dire voilà, nous on vivait ça, maintenant on vit ça, c'est drôle. Voilà, et de m'amuser, entre autres, avec ces comparaisons-là, quoi. Et quand est-ce qu'on peut te voir sur ce One Man? Ben, un peu partout en France, à partir du mois de... Enfin, à partir du mois d'août. T'es en tournée à partir du mois d'août? Ouais, encore un peu. Après, je vais faire une pause parce que je retourne au théâtre. Ouais. Je vais jouer Nuit d'ivresse avec Catherine Jacob. D'accord. Et après, je reprendrai le One Man Show, bien sûr. Super. Bah, j'espère qu'on pourra venir te voir. Mais j'attends que ça. Et donc, tu es aussi chanteur, parce qu'on te connaît un petit peu moins, nous, en tant que chanteur. Oui, moi je chante sous la douche. Voilà. Mais non, mais tout ça fait partie du même postulat de base. Oui, parce que quand tu aimes raconter des histoires, moi je suis toujours surpris des gens qui disent « Ah, mais en fait, d'être journaliste, d'être comédien, d'être auteur, d'être réalisateur ou d'être chanteur, c'est le même métier. Ouais. On raconte des histoires. Alors le journaliste, il est lié au factuel, il est obligé. L'auteur, il peut faire à peu près ce qu'il veut. Le comédien raconte, le metteur en scène raconte, le réalisateur raconte, et le chanteur aussi. Et quand un chanteur me raconte pas une histoire, en tout cas dans la chanson française, ce qui m'arrive d'écouter évidemment de la musique pour la musique pure, mais dès qu'on me parle français, dans une chanson, moi j'écoute les paroles. Oui. Et si l'histoire me plaît pas, je m'en fous de la chanson. Ouais. Alors donc c'est formidable la variété en ce sens-là. Pour ça qu'on a d'immenses interprètes, c'est que les mecs... Et alors pour moi c'est une performance assez incroyable, c'est de réussir à raconter une histoire en 3 minutes. C'est-à-dire faire un court-métrage de 3 minutes où tout est clair. Alors je pense à des génies comme Aznavour bien sûr, Souchon, Cabrel, Renaud. En 3 minutes ils arrivent à pénétrer nos cœurs avec une histoire. Voilà, et je trouve ça absolument génial. D'ailleurs j'ai remarqué il n'y a pas très longtemps que souvent les grandes chansons, tu comprends la chanson sur la première phrase. Et la première phrase, quand tu entends une chanson, tu dis voilà, je sais ce qu'il va me raconter et ça m'intéresse. Ouais. Et ça, c'est génial. Et je me dis, ça, c'est l'art de raccourcir comme ça, c'est formidable. Ouais. Ça, moi, je suis une amoureuse de la musique et d'Aznavour. On va parler d'histoire un petit peu, d'une légende. Tu sais d'où vient le nom Parisis ou pas? Bah, j'imagine qu'il y a un rapport avec Paris. Ouais. Alors, bon, c'est une légende, hein, on n'est pas sur le côté historique et factuel, puisque tu es quand même un journaliste d'investigation, donc je vais faire attention à ce que je dis. En fait, ça vient de la légende où Jules César, amoureux de sa Cléopâtre, a décidé de nommer Paris qu'on connaît aujourd'hui Parisis, puisque Cléopâtre vénérait la déesse égyptienne Isis, déesse féminine, et donc il a appelé Paris Parisis pour sa bien-aimée. Donc voilà pourquoi on a emprunté ce nom. En plus, tu vois, on est quasiment qu'une équipe de femmes. Les hommes de notre équipe sont restés à Paris aujourd'hui. Il y en a quand même. Ouais, c'est vrai, vous n'êtes pas à ce point-là, d'accord. Oui, on n'est pas... Il n'y a pas une ségrégation volontaire. Non, on accepte les hommes quand même. Et donc, je voulais te demander, si on faisait le Paris de Philippe Lelouch, quelles sont tes adresses à Paris et s'il y a une petite histoire derrière? Alors non, en fait, j'aime les quartiers qu'aiment les touristes. C'est-à-dire, non mais c'est vraiment, c'est-à-dire que j'aime Montmartre, j'aime le Sacré-Cœur qui n'a rien à foutre là, qui est complètement anti-architectural pour moi, ça n'a rien à voir avec le reste de Paris. Sacré-Cœur, tu dis pourquoi là? Donc après on connaît les raisons historiques, mais je veux dire en termes d'architecture, il y a ça, il y a évidemment Saint-Germain-des-Prés parce que ça a toujours été le quartier d'effervescence, et précisément la rue Saint-Benoît, qui est quand même cette toute petite rue qui descend enfin qui monte puisqu'elle est sens interdit, mais qui va du boulevard Saint-Germain au quai, et qui est ce coin de Paris un peu magique où tout s'est passé, le jazz, le Paris des années 60, encore maintenant, c'est l'endroit où les gens aiment sortir. Il y a évidemment la place de l'Étoile, mais parce que moi qui n'ai aucun sens de l'orientation, très très souvent dans Paris, il fallait que j'aille place de l'Étoile pour savoir où je dois aller. C'est-à-dire pour moi, le centre de Paris, c'est la place de l'Étoile. Une fois que je suis à l'Étoile, je sais par où il faut prendre. Ouais. Donc il y avait, ce qui est complètement ridicule, mais au début, j'étais tout le temps place de l'Étoile. Voilà, il fallait qu'il faut le faire pour aimer la place de l'Étoile. Non, oui, c'est tellement le bordel. C'est tellement, ouais, enfin, et puis maintenant, c'est encore pire. Mais voilà, il y a plein de quartiers dans Paris que j'aime encore, mais je suis obligé de dire que je n'aime plus Paris. Voilà, donc j'ai quitté Paris il y a maintenant 5 ans, et je m'en porte beaucoup mieux. Ouais. Voilà, j'ai trop aimé cette ville pour supporter de la voir dans cet état-là maintenant. Voilà.
C'est plus le Paris que non, t'as on est aimé loin. avant. Non, j'ai l'impression que c'est devenu maintenant une ville de touristes et de bureaux, et que les restaurants de nuit, les fêtes parisiennes, etc., n'ont pas disparu. Moi, je connais plus bien les endroits, mais j'imagine qu'il y en a encore. En tout cas, je leur souhaite. Mais c'est rien, ça c'est sûr, à côté de ce que j'ai connu. Ouais. Voilà, moi, je sais qu'en sortant du théâtre, par exemple, on a toujours du mal à savoir où on va les bouffer, alors qu'autrefois... tout était ouvert. C'était dingue. Ouais. Il y avait des restaurants de nuit. On pouvait aller à 4h du matin manger une entrecôte. Oui, alors que là, on a quelques adresses de... Il y en a une ou deux, mais il y a plus cette espèce de fête. J'entends plus beaucoup des gens rire dans Paris. Moi, je me souviens, étant jeune, alors est-ce que c'est lié? Alors ça, c'est possible aussi, que ce soit lié au fait que j'ai vieilli, même si je déteste l'idée, mais autrefois, j'entendais vraiment des gens rire, faire la fête, etc. Aujourd'hui, je trouve que c'est une ville très agressive, où, je vais pas reprendre tous les poncifs qu'on entend partout, mais où tout le monde se déteste. Et que maintenant, il y a des clans en fonction de son moyen de transport. Que le mec du vélo tolère pas la trottinette, qui lui-même tolère pas le roller, qui lui-même tolère pas la voiture, enfin tout ça est délirant. Et je vois des mecs capables de se mettre sur la gueule pour une place de parking, donc c'est pas tout à fait la vie et la fraternité dans laquelle je rêve. Donc autrefois il était à la mode de monter à Paris. Aujourd'hui il est à la mode de quitter Paris, c'est bien dommage, mais c'est, en tout cas je fais partie de cela. Et moi, je fais l'inverse. Ouais, oui, bon courage. Bon, merci Philippe pour ta franchise. Merci de m'avoir reçu. Et pour ton temps, et c'était un super moment. Merci beaucoup. On est sur Parisis ou Parisis? C'est Parisis. Parisis. Merci beaucoup. Parisis, l'interview décalée. Un guest, un conseil sur ta carrière.